France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi. Vous allez pouvoir évidemment nous appeler pour parler actu avec nous aujourd'hui, pour m'accompagner Hakim Rahal qui nous rejoindra dans quelques minutes jusque 18h30. Donc voici le programme avec entre 18h et 18h30 l'ami Amar pour l'éphéméride. Nous parlerons de sport et de l'effroyable humiliation du Paris Saint-Germain après avoir mis il y a 3 semaines une humiliation au Barcelone. Bien, c'est le FC Barcelone qui s'est vengé hier soir en écrasant le Paris Saint-Germain 6-1 et du coup s'offrant un ticket de qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Nous parlerons aussi télé avec une émission politique ce soir sur France 2 qui recevra Benoît Hamon. Et puis les 10 minutes Libertad, vous pourrez nous appeler tout à l'heure pour nous dire ce que vous voulez, prénom et ville d'appel, c'est tout ce qu'il me faut. Réagir à l'émission, à l'actualité, un coup de gueule, un coup de cœur, que vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà passer en appelant sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Le coup de cœur de Hakim Rahal sera Gérard Filoche qui pousse un gros coup de colère contre l'affaire Fillon. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure à 17h30. Jamais sans Marois, c'est le sort de cette petite fille dont la décision du Conseil d'État hier a été rendue et donc autorise les parents à poursuivre les soins concernant cette petite Marois, puisque vous le savez, les médecins avaient préconisé l'arrêt des traitements pour cette petite fille. Un événement organisé par Sophia, la youtubeuse du côté de Nancy, demain pour se mobiliser pour Marois. Et puis à 17h, nous recevrons la gagnante des primaires citoyennes, des primaires citoyens qui se sont déroulées sur Internet. Il y avait 500 candidats en lice et Charlotte Marchandise est arrivée première. On lui demandera le déroulement de cette initiative et qu'est-ce qui la distingue parmi les 499 autres candidats. Elle sera notre invitée à 17h. Le zapping, bien sûr, que l'on va commenter avec notre ami Hakim Rahal, son avis tranché bien sûr à retrouver. Voilà, un rendez-vous que l'on se fixe tous les jours de 16h à 18h30, toujours avec le même plaisir. Et le coup de cœur musical, c'est un vrai coup de cœur musical aujourd'hui. Une artiste, plus qu'une artiste, une voix de légende, une voix magnifique. Je vous invite vraiment à écouter avec beaucoup d'attention ce titre. C'est un extrait de son futur album qui sortira mai-juin, normalement. C'est l'excellente chanteuse Samira Bramia qui nous livre ainsi son premier titre extrait de son futur album. Ça s'appelle Myriama. Samira Bramia, mon véritable coup de cœur aujourd'hui. Et de la vraie musique, il y a une vraie voix derrière. Samira Bramia, c'est Myriama, c'est le titre, le premier extrait livré du futur album de Samira Bramia qui a une sacrée actualité en ce moment. Toujours évidemment l'affiche avec ce film de Sas en Sas, avec une nouvelle projection d'ailleurs qui sera donnée le 31 mars prochain à Aubervilliers. Et au cœur du projet Méditerranée, aux côtés de Chimène Badi et de Julie Zenati qui sortira le 24 mars prochain. Et d'autres événements à venir pour elle. Franchement, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il y a que du bon pour elle, et notamment le retour du cabaret Tam Tam, dans lequel évidemment elle participe au mois d'avril au cabaret Sauvage pour de nouvelles représentations qui vont être données. Donc voilà, Myriama, c'est le titre. Samira Bramia, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Franchement, voilà, belle voix, musique, franchement de la vraie quoi, de la bonne. La dure. Et voilà, donc c'était le coup de cœur musical pour ce jeudi après-midi. Vos appels au 01 40 33 9000 évidemment à n'importe quel moment dans cette émission, et pour participer d'ores et déjà au Libertad tout à l'heure, votre moment de liberté, vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos messages, vos réactions à n'importe quel moment dans cette émission. On les passera dans ce cadre-là d'ailleurs tout à l'heure au 06 18 21 56 41. Voilà, maintenant à l'instant T, vous avez une réaction, un coup de cœur, un coup de gueule à nous livrer. Bien, vous n'hésitez pas à le faire passer comme ça avant d'oublier ou avant de passer à autre chose, et vous pourrez le faire de toute façon, ça passera 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 pour laisser également vos messages par mail aussi, pour réagir aussi en tapant via lgf@francemaghreb2.fr. Voilà qu'on est bien installé, vous trouvez pas, tout va bien, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, votre émission de référence LGF, votre talk de fin d'après-midi, tous les jours, dès 16h, on vous donne rendez-vous évidemment, toujours avec le même plaisir. Donc n'hésitez pas, 01 40 33 9000, 06 18 21 56 41, lgf@francemaghreb2.fr. Autant de possibilités de participer
à votre rendez-vous de liberté. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Il est enfin arrivé, mais il sait se faire pardonner, l'ami Hakim Ral. Comment ça va, Hakim? Ça va très bien, c'est très bien, Christophe. Bonjour Christophe, salam alaikum tout le monde. Oui. Les auditeurs, et puis faire pardonner, non, c'est une tradition de vrai, quand même Non, on vient de la faut dire- brioche de Barbès, c'est un minimum que de ramener du Faut croissant. dire aux du pain au auditeurs, chocolat, hein. effectivement, que Hakim Attends. est venu avec des bons petits croissants, un bon petit pain suisse, là, voilà. Ouais, Donc, tu- on va c'est bien une manger. nouveauté, ouais, tu vas pour les studios aujourd'hui, tu vas goûter, tu me donneras ton avis. Voilà, et ben tant mieux. Voilà, on est tous les deux aujourd'hui tranquilles. Ah, voilà. on est à l'aise, Alors hein. avec le programme, je vous le rappelle évidemment, à 17h on recevra Charlotte Marchandise qui a été la gagnante des primaires citoyens qui se sont déroulées sur Internet. Ah oui. Elle nous expliquera un peu le principe. Elle a été aussi cooptée par Pierre Rabhi. Oui. Ouais. 500 candidats il y avait au départ. Mhm. Et C'est une elle- élection par internet en fait. Une élection par Internet. Ouais, Voilà, elle nous expliquera un peu le principe. Un vote. Ouais. Tout à l'heure, on parlera d'un événement qui est organisé par Sofia, une youtubeuse du côté de Nancy. C'est jamais sans Marois, à l'occasion de justement de ce qui s'est passé pour Marois hier. Vous savez que le Conseil d'État a donc donné l'ordre de la poursuite des traitements sur Marois, donc donner raison finalement aux parents. Aux parents, oui. C'est une bonne chose. Un événement est organisé à Nancy demain. Et on en parlera avec elle pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer, notamment pour nos auditeurs de Metz et de sa région. Voilà, le j'aime ou j'aime pas. Et puis donc les Libertad tout à l'heure à ne pas louper. Bien sûr, vous Tu pourrez... parles espagnol encore aujourd'hui? Libertad, yes. T'es sûr? Bien sûr. Il parle Bonjour. espagnol à Barça. Ah bah oui. Ouais. T'es gentil, Hakim, c'est gentil. Je sais que t'as regardé le match hier soir. On était pour ne rien cacher aux auditeurs. Voilà, toute l'équipe qui une s'intéresse un peu au catastrophe. foot. C'est Karim, tombé, c'est pas Hakim, possible, Sofiane, c'est pas possible. Jean-Marc. Ah mais j'y ai pas cru. Bah oui, mais Je dis bon, c'est pas pourtant. possible. Attends, réserve-toi. Bon, t'inquiète bon, pas. vas-y, bon, vas-y. Et puis, alors ton avis tranché, mon cher ami Hakim, tout à l'heure. Alors mon avis tranché, c'est un petit rappel sur un sujet que j'avais abordé à l'antenne il y a quelques semaines. C'était sur les minorités qui font en France, les minorités votantes qui font finalement les décisions lors des échéances électorales, présidentielles, municipales, législatives. Je vois. Et en même temps, c'est où un tu veux en message venir. d'espoir pour ceux qui sont déçus de la politique comme moi aujourd'hui, en voyant nos représentants politiques, enfin des partis historiques, et encore les candidats plus précisément à l'élection présidentielle prochaine, de voir le niveau de la bassesse au niveau éthique, comportemental, les propos qui sont sortis encore. Les propos de Fillon là sur je suis pas autiste, il l'a répété je sais pas combien de 3 fois. Voilà, c'est inadmissible que quelqu'un en charge qui se prétend prendre la responsabilité des charges d'un État, d'un peuple, 66 millions de Français quand même, avoir et tenir des propos comme ça, c'est grave et voilà. Donc pour rappeler à nos auditeurs qui votent, à ceux qui s'abstiennent encore, ceux qui votent blanc, et rappeler aussi aux candidats présidentiels s'ils nous écoutent que attention, le pouvoir dans les urnes, il revient aux ceux qui votent et plus particulièrement aux minorités. Tiens, alors, une info qui vient de tomber là, c'est assez intéressant. Ouais. Vous savez que Laurent Wauquiez est à l'initiative, à l'œuvre pour imposer le français sur les chantiers du BTP à Lyon, enfin dans la région Rhône-Alpes. Ouais. Et voici que une alerte vient de tomber. Valérie Pécresse, présidente donc du Conseil général d'Île-de-France, impose également à son tour le français sur les chantiers du BTP. Parler français sur les chantiers. Voilà. Et comment on fait avec les Polonais qui viennent parce que l'Europe... Problème, parce que comment on en tu fais connaît tous des chantiers, on en voit tous tous les jours. Effectivement, il y a beaucoup de Polonais, voilà, et ils parlent pas forcément français. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Des entreprises aujourd'hui publiques françaises emploient via la sous-traitance des entreprises qui emploient des sans-papiers. Ah bah ça c'est que... C'est connu. Hein. Ça c'est connu. Voilà, c'est connu. Il y a les méthodes de travail, par exemple, du premier constructeur français de Bouygues. Elles sont bien connues, hein. Ils sous-traitent, c'est des sous-traitants, de sous-traitant en sous-traitant, de sous-facturation en sous-facturation, jusqu'à avoir sur les chantiers des ouvriers qui normalement ne sont pas qui rentrent pas dans la réglementation du travail, quoi. Allez, place au zapping, c'est parti. Alors, dans le zapping de ce jeudi, le zapping est cette soirée cauchemardesque pour les supporters du PSG hier soir. Nous étions à la 88e minute lorsque Paris perdait 5-1, mais encore qualifié. Et malheureusement, le pire est arrivé. Écoutez. Il va siffler l'arbitre. Attention, ils vont le remettre, siffler, ouais. ils vont remettre le ballon dans la boîte. Ter Stegen qui va monter à nouveau. Qu'on en finisse, s'il vous plaît. Quelle tête de Rabiot, elle fait du bien, cette tête d'Adrien Rabiot.
Attention. Par-dessus. Non. Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Quel staff barcelonais sur le terrain. Les supporters également qui rentrent sur la pelouse. Enrique est au 7e ciel. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Et quelle accumulation d'erreurs quand même. Quelle accumulation d'erreurs. C'est invraisemblable à ce niveau-là. Sergio Roberto, l'enfant du club. Sergio Roberto qui est à la conclusion de ce dernier coup de pied arrêté. Du jamais vu. Il faut que ça tombe sur le Paris Saint-Germain. Il faut que ça tombe sur un club français. Eh oui, non, du jamais vu. Et on peut considérer Ouais. Hakim, Oui, nous oui. qui connaissons un peu le football, Je rigole on depuis peut parler de hier. faute professionnelle. Ben il y a licenciement, il y a avertissement, il y a quoi là? Comment on fait dans ce genre de situation? Bah, à mon avis, c'est tout le staff. Hein Vous savez qu'il y a eu des problèmes ce matin au retour des joueurs. Ah mais il y a pas que à le staff. l'aéroport. Ouais, vas-y, je t'en prie. Des supporters parisiens qui s'en sont pris aux joueurs et d'ailleurs il y a Thiago Motta, je crois, qui a renversé un joueur avec un supporter avec sa voiture. Ah. Il y a eu dégradation sur la voiture de Marquinhos. Enfin vrai, ça a été très 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 tendu. Et je pense que cette humiliation, parce qu'il faut pas appeler les choses autrement, va avoir des conséquences, va laisser des traces pour un bon moment. Bah c'est complètement même dans les annales du football de la Paris Champions est-il mort League, hier c'est- soir? Je ne sais pas, mais en tout cas pour Ouais. une période déterminée, oui, probablement que ça va laisser d'énormes traces et il va y avoir un profond remaniement au sein de l'équipe. Bah ça fait un moment qu'on dit que Paris n'arrive pas à gagner les grands trophées. Juste, bon, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, donc c'est le football moderne, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc des gros sous pour pour payer des gros salaires à des grands joueurs, mais ensuite ça peut faire remonter à la surface tout plein de problèmes, notamment du championnat français, de dire que le niveau de jeu du championnat français il est plutôt bas. Donc est-ce que c'est à cause du niveau de jeu du championnat français qui est bas parce que ce niveau, parce que le championnat français ne draine pas suffisamment de capitaux pour recruter des joueurs de classe mondiale dans plusieurs équipes et pas simplement dans une ou deux équipes du championnat français. Donc ce qui ferait que une meilleure qualité du championnat, donc un championnat où la compétition est plus forte et c'est plus serré entre les leaders, par exemple les 6, les 7, les 8 premiers, ça serait plus serré et pas avec un leader qui survole le championnat, qui caracole en tête tout seul, et donc ça mettrait plus de sérieux dans chaque équipe lors des rencontres européennes. Comment on peut arriver à on peut pas jeter la faute que sur les joueurs. Non, il y a l'entraîneur, il y a le staff, il y a et puis même si on va plus loin, c'est ce que je disais moi, c'est carrément sur le championnat. ouais. Parce que le Le championnat il est quasiment perdu. Monaco a 3 points d'avance. Monaco n'entend rien lâcher. Monaco est très fort cette année. oui, mais On sur la raconte qualité que- des équipes Ouais. en fait. Il y a qui Mais- comme grosse équipe dans le championnat français Bah finalement? Monaco. Bah oui. Et Voilà. sur Et 18, a c'est priori combien, c'est Paris. 18? Et après on peut considérer en deuxième tableau, je veux dire Lyon, Bordeaux. Et Marseille, c'est pas Marseille. normal le niveau qu'ils atteignent là. Non, Ouais, Marseille, c'est c'est un intéressant. grand club européen. C'est le seul club français qui a gagné la Coupe d'Europe. Oui, c'est bon, on le sait. Là 93, ça Ouais. va. Non mais il faut dire les choses. Oui, qui non, se- mais on le dit, y a pas de C'est-à-dire- problème. Non, On mais je répète dis pas sans ça arrêt. je dis pas ça pour charrier. Je dis simplement que il faudrait parler de choses plus en profondeur, quoi. Parce que, Exactement. voilà, Et vous vous rendez championnat compte français, qu'en- moi, de manière en globale. 1 minute ou 2 minutes avant la fin du match, Paris était qualifié et que en 1 à 2 minutes avant la fin du match, Ouais. c'est une saison qui devient tout d'un coup noire. les alors qu'elle chiffres- aurait pu être belle. Ouais, au niveau de la précision des chiffres, c'est à la 86e minute, Ouais, d'accord? ouais. Paris gagnait 5-1. Enfin, non, perdait 5-1, mais était qualifié. Voilà. Et entre la 87e donc et jusqu'à la fin de la temps de jeu, c'est la 94e minute, Ouais, Barcelone a marqué 3 buts. ouais. C'est même dans les joue le dimanche au Oui, foot, on fait pas ça. 86e, 3-1, pardon. 3-1. 3-1. Et oui. effectivement, après le but de Donc à la 94e minute, donc après 4 le minutes but de Sergio- Cavani, à Cavani, oui. Oui. là on voyait le stade qui était complètement éteint, on sentait que c'était vraiment possible. Oui, hein. oui. On se disait c'est bon, Ils ont 3 pris un coup buts, sur la ça- tête là, voilà, un les coup sur la- Barcelonais. Et puis il y en a Les un supporters. joueur qu'il faut saluer hier, qui lui a cru jusqu'au bout. Ah Neymar. Neymar. Ah bah oui. Neymar a cru jusqu'au C'est bout ça les grands qu'il joueurs. pouvait hein. faire cette fameuse remontadade. Eh ben, c'est- Et ils l'ont fait.
Ouais. Remontada. Donc, bravo à vous. Remontada. Remontada. En tout cas, bon bah je suppose qu'on a demandé à Nasser, tu connais Raymond? Il a dit non, bah Remontada. Voilà. Sinon il y a ça, c'est aussi. fait. Oui, une blague aussi sur demain là, après la prière de Gémois. Non, c'est pas ça. Non, c'est quoi? C'est comment il s'appelle? Toc toc toc, c'est qui? Ils disent c'est Messi. Messi but à 1. Oui, sinon t'as aussi la petite photo qui circule après la prière de Gémois à demain. Oui. Salat Prière Genaza, mortuaire pardon, pour les supporters pour le PSG demain au Parc des Princes Enfin. à 15h. Bon, ceci étant, ce n'est que du Enfin, football, mais c'est quand du même, sport. voilà. Je peux vous assurer qu'en tant que supporter, c'est peut-être Ouais. depuis de nombreuses années que Ça- Paris ouais. ne m'a jamais autant déçu hier soir. Ah bah il y a de quoi. Hein. Ouais. Ça en devient insolite. Enfin bref. Il y a... Exactement. Alors passons à autre chose dans ce Ouais, zapping. voilà. Invité de France 5 dans l'émission C'est à vous. Hier soir, Nicolas Dupont-Aignan imagine un tweet fait par Donald Trump après sa rencontre. Écoutez. En quittant le bureau de Donald Trump, vous imaginez qu'il tweet? Et je traduis le tweet. Je viens juste de rencontrer je le dis. Je viens juste de rencontrer Dupont-Aignan dans mon bureau. Discussion serrée, mais bon deal. J'adore ce mec. La France retrouve enfin ses balls, j'imagine. Je sais pas, j'ai imaginé des choses. Oui, c'est ça que vous avez imaginé. Mais ce livre, ce livre, j'ai voulu, au-delà de cette anecdote, je savais bien qu'elle serait reprise. Ah bah oui. Mais Vous j'ai tentez. voulu montrer aux Français que c'est pas seulement un programme, que c'est une attitude. Qu'on en a marre des présidents couchés, qui font des promesses avant, et qui sont les petits soldats de Madame Merkel, de Bruxelles, de Washington. Vous savez, les Français souffrent de voir leur France à genoux. Nicolas Dupont-Aignan qui dit que voilà, les Français souffrent de voir les dirigeants qui se mettent à genoux devant les autres, quoi. J'ai pas compris en fait. En fait, il a écrit un il dit livre qu'il dans faut lequel il raconte plus une petite affirmé. anecdote. C'est ça? Dans lequel il raconte une anecdote et il imagine, il fait de la politique science-fiction un peu, rencontrer Donald Trump et après l'avoir rencontré, ce dernier Trump donc tweet à propos de cette rencontre en disant que c'est un super gars, que la France a retrouvé enfin une vraie stature avec un gars voilà, comme Nicolas Dupont-Aignan. Comme lui quoi. Ouais, comme lui, bien sûr. Ouais, mais après il commente, c'est ça que c'est ça que j'ai cherché à comprendre Et davantage. il dit qu'il en a marre, enfin que les Français en ont marre visiblement qu'on se couche devant les... C'est-à-dire les politiciens, les chefs d'État, ils sont pas assez affirmés. C'est ça. Ils s'affirment pas et on se couche. C'est-à-dire s'affirmer, c'est-à-dire taper du poing sur la table, c'est ça? On respecte pas les promesses que l'on donne voilà, pendant les campagnes. Bon bah voilà, Nicolas Dupont-Aignan quoi. Mais quand on regarde les sorties de François Fillon, elle est explicite sur l'état de la politique en France, qui sont en fait la phrase, je pense l'analyse la moins erronée, peut-être la plus juste, ça serait de dire que les principaux candidats des partis politiques traditionnels sont déconnectés de la base des Français. Ouais. Ils sont ailleurs. Ils sont perchés ils sont ailleurs. Très haut. Voilà, ils sont perchés. Bon. Voilà, les propos qui tiennent, les positions qui tiennent, elles sont. Je ne me sens pas du tout, je me reconnais pas dans des discours que ce soit de Macron, que ce soit de Fillon, que ce soit de Le Pen quand ils parlent à tous les Français. Alors, on referme la parenthèse du Dupont-Aignan pour ouvrir une autre parenthèse et après les saluts nazis et les cris de singe, les racistes, ont vraiment une nouvelle cible. Les joueurs maghrébins musulmans, le franco-algérien Idriss Saadi, qui a permis à Courtrai, équipe de football belge, d'égaliser grâce à son but, a été victime d'injures racistes de la part d'un supporter et il raconte avec beaucoup d'émotion. Il y a un peu des échauffourées entre, je sais plus exactement sur qui ça part, et donc moi je me retourne et j'ai un sourire et donc je croise un regard dans le public et le mec il me regarde et il me dit toi sale arabe, sale terroriste. On est dans un stade de foot quoi, on est là pour c'est un sport pour prendre du plaisir, c'est un sport qui réunit tout le monde. Je ne comprends pas que c'est ce genre de paroles ait lieu dans un stade quoi. C'est comme un bruit de singe, c'est honteux, c'est inadmissible. Je trouve ça inadmissible, je peux pas me taire. Quand on me dit ça, je suis désolé, je suis un être humain, il faut garder son contrôle, mais quand on cible et on est dans une époque où ces mots-là, ils ont une certaine portée, c'est très grave. C'est très grave. Voilà, je suis obligé de le dire et... Donc ça, c'était nécessaire pour vous de pousser un coup de gueule aujourd'hui? Bien sûr, si on laisse faire, dans ce cas-là, c'est que on va tout entendre et tout et n'importe quoi. C'est comme si maintenant
on entend un bruit de singe ou bamboula, ou c'est très grave, c'est des mots très graves, on doit jamais les employer ces mots-là. Si on les fait dans ce cas, on va entendre ça tous les week-ends, on s'en sort plus. Moi je suis solidaire de tous ceux qui dénoncent ça et qui condamnent ça, c'est très très grave. On est là, on se réunit sur un stade, il y a de toutes les origines, de toutes les religions, on est là, on joue au même football, il n'y a pas de différence. Comment ça on entend ça dans un stade? Je suis désolé, je peux pas me taire, je suis obligé de le dire. Parce que ces gens-là, je pense que les stades sont équipés de caméras, ces gens-là on peut les retrouver, ils doivent être interdits de stade. C'est inadmissible. D'entendre ça, c'est inadmissible. Ça n'a rien à faire dans un stade de football. La colère de ce joueur algérien qui joue en Belgique donc et qui est très en colère, et il y a de quoi. C'est une colère légitime, il a raison de s'affirmer. Maintenant maintenant c'est des propos qui c'est pas seulement dans un stade où on ne devrait pas entendre ça, c'est en dehors du stade et à l'extérieur du stade, des terrains de jeu. Mais bon, c'est du racisme ordinaire, hein, comme il y en a tous les jours. Après, il en va de ceux qui s'en défendent, quoi, de lutter contre cela, de dénoncer cela, de porter plainte et de se défendre et de dénoncer à chaque fois que la possibilité se fait. Voilà, en tout cas, ce joueur pointe du doigt quand même un problème qui est récurrent et pas seulement qu'en Belgique. C'est dans la plupart des terrains européens, principalement aussi en Europe de l'Est. Hein, il y a beaucoup de violence, beaucoup de racisme. Et puis en France, bien sûr, hein, qui a connu notamment du côté de la Corse, là-bas. Hein, c'est assez fréquent et régulier. Et puis on peut aussi ça a toujours existé, parler de la violence dans les stades aussi au Maghreb. Partout, c'est les stades de manière générale. En Algérie, partout. En Tunisie, voilà. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose, mais c'est très très violent par contre. Hein. Par expérience, je sais qu'en Algérie, les stades, c'est des rencontres. Il y a dans les champs des supporters, il y a beaucoup de politique. Ouais. Genre, on vient regarder un match, et ils parlent de politique. Et voilà, le premier ministre, il a fait ci, il devrait faire ça. Le président, il est comme ci, il est comme ça. Tu vois, ça parle de politique pendant les champs. Maintenant, les batailles entre supporters, tu sais, quand les gens ils prennent des substances qui leur font perdre la tête, l'alcool, la drogue, ça dégénère vite. Hein, il y a l'excitation. Bon, après c'est malheureusement. Voilà, c'est le point noir du sport, en fait, on va dire ça comme ça. C'est pas parce que t'es là, mais à chaque fois on y a le droit. On va du côté de Saint-Denis, mon cher ami Hakim. Oui, bienvenue. Après les incidents violents qui ont eu lieu devant des lycées de Saint-Denis, eh bien des lycéens témoignent sur la rafle policière. Ils ont tout simplement embarqué tout le monde, une cinquantaine de jeunes en garde à vue. Écoutez. Quand tout a commencé, on était dans le lycée. Après, ils nous ont sortis. C'est le lycée, ils nous ont sortis. Et après, on était libres, en fait. Nous, on s'est mis dans un côté parce qu'on ne faisait pas partie de tout cela. Donc après, quand la police a commencé à chasser tout le monde, on était dans le tas. Et ceux qui n'ont rien fait, donc eux aussi, ils ont été pris. J'ai 5 amis très proches à moi qui sont là-bas. Il y a des preuves, il y a des vidéos. Et donc, je pense que eux, ils ont très bien vu qu'ils étaient coupables. Ils ont pris vraiment tout le monde, sans faire attention qu'il y avait des gens qui ont rien fait. Ils nous ont pris brusquement. Ils nous ont fait asseoir. On était entassés. Les policiers parlaient mal. Ils nous jetaient par terre, ils mettaient des claques. On a attendu longtemps, très longtemps, parce qu'on n'a pas pu aller aux toilettes, manger, on n'a pu rien faire. On était assis, on savait pas ce qui se passait. Et après, on a été auditionnés. Ce matin, on nous a rien dit. Tout d'un coup, on m'a dit, vous sortez. Ouais, je suis sorti. Voilà, donc le témoignage d'un lycéen. Alors sur les chiffres, il y a eu 52, je crois, interpellations, dont 44 mineurs. Suite à ces violences qui se sont produites devant. Mais quand tu dis le mot violence, Christophe, tu veux dire quoi? Apparemment, il y a eu des tentatives. Les lycéens se sont réveillés, ils ont dit on va être violents d'un coup pour rien. Il y a eu une revendication quelque part. Apparemment, par rapport à l'affaire Théo. Ah voilà, donc c'est par rapport aux violences et aux bavures policières. Des violences avec des tentatives d'incendie dans des lycées. Donc ils se sont heurts avec la police. Et ça s'est passé donc devant. Et puis tentative d'intrusion dans différents lycées, 3 au total, du côté de Saint-Denis. Voilà, donc du coup ils ont embarqué tout le monde quasiment. Et je sais pas si vous avez vu les images de la colère de la maman qui parle de sa fille qui est en terminale, qui est première de la classe devant Valérie Pécresse. C'était assez mémorable. Bah c'est ça, on fait pas de distinction lorsque la politique principale de la police c'est la répression. On va dire violente. Donc tant qu'il n'y a pas un signal qui est lancé par le gouvernement pour dire que la police devrait être comme ci ou comme ça, ben voilà, ça continue. La mission, c'est la répression. Hein, ils sont pas là pour faire dans le détail. Hein. Mais Saint-Denis, bon, c'est là où tu habites, mon cher Hakim. Non, la Seine-Saint-Denis, on en parle beaucoup parce que il y a une certaine catégorie de population avec des moyens moins favorisés que des gens qui habitent dans les arrondissements ou les quartiers UP de Paris. On va dire par rapport à la différence de niveau social.
C'est par rapport à ça, les classes populaires. Et puis les grosses cités dortoirs, et puis l'architecture qui va pas forcément apaiser les yeux ni l'esprit lorsqu'on la voit. Voilà, les gens qui sont entassés les uns sur les autres. Mais ça se renouvelle, ça s'arrange. Je sais que dans la ville de Saint-Denis, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il y a du retard, c'est vrai, dans les chantiers, mais il y a des choses pour améliorer le cadre de vie. Voilà. Dans un instant, suite de notre zapping avec un aspect plus politique. Hier avec le ralliement de Bertrand Delanoë, à Emmanuel Macron. Pardon. Ça continue. Et puis on recevra notre invité Charlotte Marchandise. Donc dans quelques instants, s'en suivra l'avis tranché de notre ami Hakim Rahal. Et vos réactions, 01 40 33 9000. N'oubliez pas, dès maintenant, vous pouvez réagir à Libertad qui aura lieu tout à l'heure entre 17h50 et 18h en nous laissant vos messages au 06 18 21 56 41. Ils passeront. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Hakim Rahal pour nous accompagner aujourd'hui. On est là Christophe, c'est toujours un plaisir. Brioche de Barbès, Oui, avec le petit code promo. Stephenson. Oui, le code promo d'ailleurs. Ah bah tiens, tu me fais bien de le rappeler. Oui. Je passe un salam à Hicham, qui te salue aussi Christophe. Oui. Un fervent auditeur. Il est du 18e arrondissement. Donc voilà, Hicham, c'est passé, comme promis. Bon, et bien le quartier. Hicham du 18e. N'hésitez pas. Un petit coucou. Bon pain, il y a des bons croissants. Et une belle promotion, Christophe. Moins 50% pour tous tes auditeurs. Oui, le mot de passe, c'est Christophe le grand forum. Exactement. Voilà. Alors n'hésitez pas. Voilà, 29 rue Stephenson. C'est métro. Métro Marcadet, Max Dormois, Barbès, La Chapelle. Voilà. Dans le quartier, quoi. C'est vrai, voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, avant de recevoir notre invité dans un instant, Charlotte Marchandise, qui a remporté donc ces fameuses primaires citoyens sur Internet, première sur 500. Eh bien, on va continuer notre zapping politique et donc parler de ce ralliement, nouveau ralliement et de taille pour Emmanuel Macron. Il est signé Bertrand Delanoë. Il l'a signifié et s'en est expliqué hier matin chez nos confrères de France Inter. Peut-être que dans 2 mois, l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite dirigeront la France. Ça me hante. Et le positionnement de Benoît Hamon comme candidat du Parti Socialiste à la gauche de la gauche. Et dans la difficulté à rassembler la gauche et demain à rassembler une majorité de Français, m'amène, après avoir lu le programme d'Emmanuel Macron, à penser qu'il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Est-ce que tu es convaincu par les explications de Bertrand Delanoë? Mais tout le monde dit la même chose, que ce soit à droite ou à gauche. Le monstre, attention, le vilain, le danger gravissime pour la France, c'est le Front National. Mais pas du tout. Le danger gravissime pour la France, c'est pas le Front National. Le danger gravissime pour la France, c'est la manière dont est conçue la politique de la Ve République. C'est le fait de s'éloigner de la démocratie, de la participation des citoyens. Le danger, il est là. Il est de toujours nourrir le clivage entre ceux qui décident et ceux pour qui on décide, alors qu'il faudrait faire participer les citoyens. C'est ça le grand danger, le plus grand danger. Réponse à ce ralliement et à ces explications de la porte-parole de Benoît Hamon, qui parle de trahison et d'hypocrisie. Aurélie Filippetti, écoutez. C'est une trahison par rapport au vote massif des électeurs de la primaire. Et puis, c'est aussi une grande hypocrisie d'utiliser l'argument du Front National pour dire qu'il y a un péril fasciste en France et que face au Front National, il faut voter Emmanuel Macron. Parce que dans tous les cas de figure, je rappelle que ce soit Benoît Hamon, François Fillon ou Emmanuel Macron, les sondages les donnent gagnants dans tous les cas de figure au second tour de l'élection présidentielle. Aurélie Filippetti, voilà. Elle a dit que c'est de l'hypocrisie de dire qu'il y a un péril fasciste en France sous prétexte que le Front National existe et qu'il est en tête des sondages. Les sondages que nous savons pertinemment donnaient gagnante Hillary Clinton pour les États-Unis. Hein. Oui, on a vu ce que ça a donné. On voit ce que ça donne. Alors réponse maintenant de l'intéressé Emmanuel Macron qui hier soir lors d'un meeting a réagi donc à ce ralliement. Il était donc hier soir au Théâtre Édouard à Paris. Écoutez. J'ai plusieurs fois parlé avec lui du fond, du projet, jamais de ses intérêts particuliers, mais en conscience. Je ne lui avais pas parlé depuis le mois de janvier. Et dans ce temps où beaucoup, par opportunisme, sont en train de dire « moi j'en suis », je ne voudrais pas que son geste soit confondu avec le brouhaha actuel. Et donc, ce qu'il a fait pour moi est très important parce que c'est un geste, une décision fondamentale qui a beaucoup de sens politique compte tenu de ce qu'il est, de son parcours, et qui n'est en rien à confondre avec les tactiques ou les jeux d'appareils que d'autres
peuvent avoir. Voilà, Emmanuel Macron hier soir donc qui parle de ce nouvel ami en la personne de Bertrand Delanoë. Christophe, si tu permets, c'est bien de signaler ici avec nos auditeurs qu'en fait c'est le Parti socialiste qui est en train de se décomposer. Tout seul. Donc faut bien à l'initiative d'une certaine fronde. Emmanuel Macron, c'est plutôt un social-libéral. Oui. C'est pas quelqu'un de droite. Même s'il dit je suis pas socialiste, des fois il dit je suis socialiste, mais il a jamais dit je suis de droite. Là, donc il est sorti du socialiste, du Parti socialiste. Hamon qui gagne les primaires organisées par le Parti socialiste, qui devrait être lui le chef de file. C'est-à-dire, tout le monde doit se mettre derrière lui parce que c'est chef de famille, on va dire. Logiquement, c'est ça. Eh bien non. Les ténors, les valsistes, Delanoë, Barthelone, même des anciens communistes, Braouzek à Saint-Denis, ils vont tous vers Macron. Donc on comprend. C'est quoi, c'est de l'opportunisme? Non, c'est simplement que l'idée, le concept des partis politiques historiques, elle est en train de vieillir et on assiste à une mort lente. Voilà, que ça se passe, c'est ce qui est en train de se passer pour les socialistes, pareil pour la droite. Pareil pour l'ex-RPR, l'ex-UMP, le nouveau Les Républicains. Donc s'il va pas encore changer d'ici 2 ans encore de nom, mais c'est pareil en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'offre politique française de 2017, elle n'accepte plus l'offre politique il y a 30-40 ans. Il y a une évolution, voilà. Il y a un changement. Les médias, ils ont plus de place. C'est la révolution numérique, Internet. Les scandales sortent sur Internet, les vidéos fusent, les gens communiquent par Internet, et tout ça, ça fait que le peuple, c'est-à-dire tout ça fait que l'opinion publique est plus sensible en fait à ce qui se passe, et il n'y a plus cette sorte de mainmise sur l'information de la part des partis politiques. Maintenant, tout sort, voilà, tout sort au grand jour. Tu parles d'Internet, belle transition mon cher ami Hakim, puisque c'est sur Internet que s'est organisé ces fameuses primaires citoyens, et elle en est la grande gagnante. Charlotte Marchandise, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu en quoi consistaient ces fameuses primaires citoyens organisées sur Internet, où il y avait, je crois au départ, 500 candidats? C'est ça. L'idée, c'était de dire, effectivement, il y a des logiques partisanes. Effectivement, beaucoup de Français en ont marre, ont le sentiment que les partis ne représentent plus leur réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait autrement, et donc on propose à chacun de se présenter. Et donc, c'était une primaire ouverte où tout le monde pouvait se présenter un projet autour de la présidentielle. Donc, 500 personnes se sont inscrites. 200 à peu près ont quand même écrit un projet, mis une photo, on soit allé un peu plus loin sur l'étape suivante. Il fallait ensuite que ces 200 personnes trouvent 500 parrainages citoyens, à l'image des parrainages de maire qu'on cherche maintenant. Et puis ensuite, il y a eu 2 tours de vote. D'accord. Est-ce un moyen finalement de sensibiliser l'opinion publique sur l'organisation, sur un peu le programme de ces différentes échéances électorales, et de les faire prendre conscience peut-être d'avoir aussi d'accorder une certaine importance sur les paroles que l'on peut prononcer durant une campagne? Je pense même que ça va au-delà de ça. On voit bien qu'on est sur un système à bout de souffle, on voit bien que les partis sont en train d'exploser, que c'est compliqué, et qu'il faut qu'ils se réinventent. C'est une façon de dire, nous, on va pas vous attendre, on va prendre notre pouvoir citoyen et on va affirmer qu'on ne veut plus qu'on nous pose des questions, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, mais qu'on veut poser nous-mêmes des questions et créer nous-mêmes des réponses, et que c'est le début d'un changement démocratique extrêmement fort. Et la primaire point org, comme beaucoup d'autres initiatives, comme Parlement et Citoyens, comme Vox, comme Ma Voix, il y a beaucoup d'initiatives qui se servent des réseaux pour dire on reprend le pouvoir, et on veut pas être les citoyens qu'on invite de temps en temps à témoigner sur un petit truc joli. Non, on veut être réellement au départ et partie prenante de la décision. Combien il y a eu qui votait exactement pour élire les candidats? C'était par Internet. Il y a eu 126 000 inscrits sur la plateforme et il y a eu 32 000 votants. C'était pas simple, c'était des nouveaux modes de vote très sécurisés, donc ça demandait un peu de technicité, même si on a essayé beaucoup d'accompagner les gens. Mais 32 000 votants, c'est déjà beaucoup. Et puis c'était un vote très original, c'est-à-dire au lieu de voter pour une personne, ce qui en fait représente pas l'opinion, et ça oblige à aller dans le vote utile et dans tout ce système qui fait monter les extrêmes. On évaluait chacun des candidats. Donc sur chacun des candidats, vous mettiez une note de 1 à 5, de insuffisant, passable, assez bien, très bien.
Et donc voilà, il y a eu 32 000 votants. Est-ce que vous avez été surpris par quelques candidats justement qui se sont un petit peu initiés ou plutôt distingués par leur programme, par des choses un petit peu novatrices qu'ils ont proposées? C'était passionnant, toute la démarche était passionnante. C'était assez fascinant de voir que le clivage typique gauche-droite, et alors on l'a vu ces dernières années, et Macron en est la preuve, mais la différence, elle s'exprime à plein d'autres endroits, que les opinions étaient beaucoup plus mélangées, que on pourrait d'ailleurs aller plus loin sur, plutôt que de voter pour un programme complet, d'aller plus voter sur des propositions selon les programmes, et qu'on est dans une nouvelle phase politique. Et oui, il y avait des choses surprenantes. Moi, j'étais aussi surprise de certains candidats qui avaient les réponses à tout. Moi, ça n'a pas été ma campagne de considérer que j'avais un programme tout prêt pour la France. Au contraire, moi, j'ai fait campagne sur une candidature collective et sur le fait que les solutions, elles existaient déjà, que la société civile, que les associations, que les entrepreneurs, que les gens les construisaient déjà au quotidien, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, et que tout était écrit. Et donc, notre boulot, c'était d'en rendre un programme cohérent. Deux petites questions pour finir avant de passer peut-être à une question de Hakim. Oui. Quelle est pour vous, selon vous, votre spécificité et le fait que vous ayez gagné ces fameuses primaires citoyens? Je pense que j'avais beaucoup de cohérence par rapport à qui je suis et ce que je fais, que j'avais un peu d'expérience puisque je suis élue locale depuis 2 ans en tant que société civile, que j'ai jamais fait partie d'un parti politique, que ça fait 20 ans que je suis engagée dans la vie associative, donc je parle pas de rien, que j'ai travaillé, que j'ai été au chômage. Enfin, je pense que j'avais une expérience suffisante pour parler de sujets, et beaucoup d'humilité. Il y a des gens pendant la campagne qui ont critiqué, qui ont dit ouais, t'as pas de programme. Je disais mais non, mais personne peut prétendre avoir un programme pour tout le monde et avoir des réponses à tout. Et à un moment donné, la politique, c'est quelqu'un qui est capable d'animer les débats et de dire humblement, moi je ne sais pas tout, mais voilà comment on prend une décision. Voilà comment moi je vais inviter à ce que les Français, avec des experts, avec des témoins, avec chacun, on va prendre des décisions ensemble. Et je pense que cette démarche-là, c'est le pas de côté politique, c'est la nouvelle façon de faire. Et puis enfin, moi j'ai toujours insisté pour qu'on parle des vrais problèmes. À quel moment on parle de l'éducation, à quel moment on parle de la santé, à quel moment on parle du logement. On a besoin que la politique, elle parle de notre vie quotidienne, et on a l'impression qu'on l'oublie dans cette campagne. Est-ce que les propositions que vous avez faites et ce qui vous ont permis de gagner donc cette fameuse primaire, de quel candidat parmi le casting proposé à cette échéance présidentielle se rapproche-t-il, ce programme? Je sais même pas vous dire. Il y a la question est que c'est des questions de fond. Nous, on a travaillé en cohérence en citant nos sources et sur un projet de société globale. Alors il y a plein de choses dans le programme qu'avait Yannick Jadot, de Benoît Hamon, dans une certaine mesure de Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être d'autres choses sur des candidats, on va dire plus à droite sur les questions d'entreprise. Mais sauf que notre projet de revenu de base, on a toujours voulu expliquer dans la complexité. On peut pas dire qu'on fait un revenu de base sans dire qu'on revoit toute la fiscalité, la simplification de la fiscalité, sans dire qu'on revoit la sécurité sociale, sans dire qu'on revoit le travail des travailleurs sociaux qui, au lieu d'aller fliquer des gens au RSA, vont les accompagner dans la formation et de l'emploi. Et donc, on a à chaque fois essayé de montrer comment on tirait les fils, et puis de dire combien d'étapes, comment on le fait, avec qui on le fait. Et je pense que c'était le fait de mettre la démocratie au centre à chaque fois systématiquement, le fait d'être hyper transparent et de signer la charte anticorps pour l'éthique et la transparence en politique, ça a été des choses très différentes. Et puis dernier point, au départ je voulais faire campagne que sur le changement de constitution, que sur le fait de sortir de cette 5e République. Après, si on veut le faire avec tout le monde, si on veut prendre le temps que tout le monde soit consulté, fallait se donner 2 ans, parce que sinon on n'a pas le temps de le faire correctement. Et donc on propose un gouvernement de transition. Et moi mon engagement c'est plutôt d'être présidente le moins longtemps possible pour qu'on sorte de cette espèce de monarchie présidentielle. Très bien. Hakim Rahal, une petite question pour Charlotte Marchandise. Oui, Madame Marchandise, enchantée. Donc moi je suis assez sensible aux thèses que ce soit de Xavier, Bastien François d'Europe Écologie Les Verts, de Pierre Rabhi, j'écoute un peu Étienne Chouard. Donc j'entends bien dans quel cadre et perspective vous vous situez. Déjà, qu'en est-il au niveau des chiffres, des signatures pour les 500 signatures, les fameuses 500 signatures, les parrainages? Qu'en est-il à votre sujet?
Alors on en a 62 certaines, 60. il n'y en a que 28 au Conseil constitutionnel, on en a 62 certaines puisqu'il y a des maires qui ont médiatisé, comme hier une maire de la possession qui a médiatisé sa signature, donc on a 62 certaines, on a 200 promesses environ, un tout petit peu plus, de maires qui disent oui je vais signer mais je me donne encore le week-end ou alors je vérifie avec le conseil municipal, mais voilà, qui attendent aussi des peut-être plus de clarification de l'association des maires ruraux, enfin, et puis des maires qui ont un peu peur et donc qui disent oui ou non. Donc on a environ 200 promesses où on espère qu'ils vont tous aller jusqu'au bout, mais on sait que c'est pas si simple et ça a été pas mal dénoncé. Et puis on continue. Voilà, quand je suis pas avec la presse, je suis en train d'appeler des élus. En fait, la question qui est donc par rapport à cette réponse, la réflexion qui est soulevée, c'est que le système de candidature au présidentiel, il est handicapant pour des personnes comme vous. Ah, il est très handicapant. Et quelle est la solution à apporter, quoi, le remède entre guillemets? Alors, il y a un remède à court terme qui pourrait être de dire c'est 500 parrainages de grands élus ou alors 500 000 signatures de citoyens. On pourrait imaginer ça aurait été intéressant aussi. Ça remet les citoyens au cœur de la décision. Ça aurait été aussi le moment de dénoncer, de dire comment c'est possible que des élus de la République fassent pression sur d'autres élus de la République sur leur droit à être grand électeur, sur leur droit à voter. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans ce pays. Mais c'est une réalité, hein. C'est une réalité. Mais c'est mafieux, c'est scandaleux. On n'est plus dans un état de droit et quand on demande l'exemplarité des politiques, ça passe par là. Ça passe par énormément de choses et on le voit. On a eu de beaux exemples. Mais à terme, l'idée c'est de plus avoir de président et de plus avoir cette espèce d'élection qui focalise les égos, qui focalise les prises de poste, les machins, même Emmanuel Macron le disait, où les gens se placent, et d'aller dans une nouvelle constitution qui soit une 6e république ou une première démocratie durable ou une 2e commune. Après tout, c'est pas à moi d'influer déjà dès le départ sur ce que les gens veulent, mais sur quelque chose qui soit beaucoup plus représentatif. Je veux dire, l'Allemagne, c'est la première ministre qui gère. Elle habite pas dans un palais, on a des assemblées, et donc on peut vraiment faire autrement. Et donc je pense que la solution, c'est de sortir de la présidentielle à terme. Et je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, comme vous avez parlé d'évoquer Monsieur Macron, pour vous dire que vu que vraisemblablement c'est pas sûr, on va dire que vous atteignez les 500 signatures de parrainage pour votre candidature au présidentiel. Avez-vous déjà pensé à une stratégie pour faire un petit peu plier ou signer un des candidats qui lui a les 500 signatures et le sensibiliser à votre cause, quoi, on va dire ça comme ça. Pour faire ça, mais est-ce que vous allez donner des consignes de vote? Enfin, j'ai pas voulu faire ça comme ça. Voilà. Alors moi, je donnerai jamais de consignes de vote parce que je trouve que c'est pas respecter l'intelligence des électeurs. Mais par stratégie, peut-être. Quelle sera la stratégie alors? Et moi, je fais de la politique autrement parce que j'en ai marre des stratégies politico-politiciennes, du billard à 5 bandes où on comprend rien. Et ça, je l'assume et je pense que et j'ai pu le dire à Benoît Hamon et Yannick Jadot, j'étais en débat avec eux, dire mais faites vos accords publiquement, soyons transparents, ça évitera qu'on ait l'impression que je te donne des circonscriptions, ceci, cela. Tout le monde en a marre, l'urgence démocratique, elle est énorme. Et il y a un moment donné, il faut qu'on se remette en question, que les partis se remettent en question. Donc je ne donnerai pas de consignes. Et si je souhaite vraiment, et on travaille pour qu'on ait ces 500 signatures d'élus, c'est parce que si on a les 500 signatures, on aura une place dans le débat. Aujourd'hui, on nous ignore complètement. Pourtant, on a eu 32 000 votants. Pourtant, on a eu un processus démocratique extrêmement novateur, extrêmement fort, avec 100 000 inscrits sur la primaire. C'est plus que beaucoup de partis. Oui, mais il y a l'obstacle des 500 signatures. Oui. Mais il y a l'obstacle des 500 signatures, oui. Il y a le fameux obstacle des 500 signatures. Et ma dernière question, ça sera comment vous allez faire si vous obtenez, et ce qu'on espère pour vous, les fameuses 500 signatures, pour financer une campagne, pour qu'on parle de vous, pour que vous puissiez distribuer des tracts, pour que vous puissiez vous faire remarquer dans les médias. Quelle va être la stratégie et financièrement, comment ça va se passer? Alors financièrement, quand on a 500 signatures, on a de l'argent donné par l'État. Oui. On a 150 000 euros et puis après il y a des remboursements jusqu'à 800 000 euros quand on est à moins de 5%.
Nous, on a budgété une campagne à 300 000 €. On est l'anti-Big Malion. Nous, la campagne super sobre. Nous, on dort chez les volontaires quand on est en balade. Oui. On mange pas au restaurant. Donc moi, si demain j'ai les 500 signatures, on a l'association de financement, on a déjà levé 85 000 €. Il faudra qu'on lève encore peut-être 200 000 € et on est les rois du pétrole. Il n'y a pas de souci là-dessus. On sait faire des campagnes avec les réseaux sociaux, avec des imprimeurs équitables. Et puis les impressions officielles, elles sont prises en charge par l'État pour la présidentielle. Donc à vous, au slogan "La force tranquille", vous répondez par "La révolution tranquille". Ouais, exactement, exactement. D'accord. Vive la 6ème République alors. La 6ème République, ou la première démocratie durable, ou la 2e commune, ou autre chose. Peut-être qu'on veut sortir de ce décompte, première, 2e, 3e. Peut-être que ça sera autre chose. Et c'est ça aussi, faire autrement. C'est de laisser la liberté à ce que ça soit pas moi qui influe le choix des gens, mais qu'on fasse vraiment quelque chose qui est concerté, qui est créé, concerté, créatif, où c'est pas les technocrates, les énarques, les gens qui sont déjà complètement formatés qui décident. Il y a plein d'idées extraordinaires qui viennent de gens qui sont qui sont dans la réalité du terrain et qui vivent la vie de tous les jours. Et c'est bien le problème, c'est pas que j'ai quelque chose contre les hommes blancs énarques et qui ont plus de 60 ans. C'est juste qu'ils nous représentent pas. Ils représentent pas la diversité de ce pays. Ils représentent une toute petite frange de la population. Donc, qu'est-ce que si on consulte tout le monde, y compris les personnes handicapées, les gens qui parlent pas bien français, les gens qui sont sourds et qui parlent en langue des signes française, on obtiendra peut-être une 6ème République ou autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura des institutions du 21e siècle et des institutions qui nous ressemblent. Et je crois qu'il est grand temps. Le changement, c'est vraiment maintenant, pardon. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte Marchandise, et encore bravo. Une longue vie à vous, vous allez obtenir ces fameux 500 parrainages. Et puis même si vous n'avez pas les 500 parrainages, moi je vous parraine. Voilà. Super. On continue aux législatives. On fait un archipel citoyen parce qu'il faut reprendre le Parlement aussi. On aura l'occasion de se reparler, pourquoi pas de se rencontrer même. Merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir, vous êtes la bienvenue à la radio. À très bientôt. Bravo. formidable. Bien sûr, mais c'est ce qui fait le peuple. Là, c'est le peuple qui parle. Voilà. C'est pas l'oligarchie là, tu vois. Voilà. Belle initiative en tout cas, et elle est arrivée quand même première sur 500 candidats. Parce qu'elle a un parcours, il y a une maturité, une expérience derrière. Ah oui, on le sent. De l'assurance, on sent de la maîtrise, voilà. Et puis c'est bien que ce soit une femme aussi. Alors exactement, c'est parti pour la vie tranchée de Monsieur Ral. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. À toi, Monsieur Hakim Ral, de jouer. La vie tranchée d'aujourd'hui, donc c'est pour mettre bien l'accent sur une toute minuscule partie de la population française. Donc les amis, on va citer quelques chiffres, pas nombreux, mais juste quelques chiffres pour se situer. Donc cette population française, elle est comptée jusqu'à 66 millions de Français. Donc il y a le dernier recensement, c'est 66 millions de Français. 66 millions. Sur ces 66 millions, lors des échéances démocratiques, donc n'importe quelle élection qui va aller interpeller les Français, donc municipales, régionales, législatives ou présidentielles, celles qui arrivent là, mois de mai. Et puis juste après mois de mai d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est les législatives. À chaque fois, on va l'interpeller ces Français. Mais dans ces 66 millions de Français, donc cette masse énorme de population, d'êtres humains finalement, eh bien, il y a seulement 44 millions d'inscrits. C'est 44 millions, d'après mes souvenirs. Si des auditeurs ont les chiffres exacts, c'est 45 ou 44 ou 46 millions de Français inscrits sur liste électorale. Aux dernières élections présidentielles en 2012, donc notamment au deuxième tour, on a Nicolas Sarkozy, président sortant, face à François Hollande. 34 millions de votants. 34 millions de votants. Sur ces 34 millions de votants au second tour, donc on a presque la moitié de cette masse de 66 millions de Français. Donc on a la moitié qui sont allés aux urnes, qui sont partis s'exprimer, donc ont voté soit pour l'un, soit pour l'autre, soit qu'on votait blanc. On a un écart de voix de 1 139 865 voix de plus pour Hollande. C'est-à-dire que c'est en pourcentage 3,27% des 34 millions des votants au second tour
qui ont donné la victoire à François Hollande, qui ont donné le sceptre, la couronne du trône de l'Élysée. Hein, disons, on peut imaginer ça comme ça. On peut imaginer ça comme ça plutôt. Ces 3,27% des 34 millions d'électeurs du second tour en 2012 représentent en fait un tout petit pourcentage de la population française, mais minuscule. 1,73% des 66 millions de Français ont donné la victoire à François Hollande. Donc là, en réfléchissant un petit peu, finalement, c'est 1 139 865 Français ont décidé du sort politique de la France pendant 5 ans. Et là, on arrive à la fin, par exemple. Mais il va se passer la même chose. Pourquoi je vous parle de 2012 ? C'est parce que là, il va se passer encore la même chose. Et la théorie, l'idée, ce serait de dire que ceux qui ont voté finalement pour Nicolas Sarkozy en 2012, ou bien encore ceux qui ont voté pour François Hollande en 2012 toujours, c'est des gens qui partagent principalement les idées de Nicolas Sarkozy pour ceux qui ont voté pour lui, et les idées de François Hollande, ceux qui ont voté pour François Hollande. Donc, la masse des gens, elle reste dans ses positions. Elle conserve ses idées politiques. Ils ont un vote plutôt conservateur. Et la différence, et c'est là, Christophe, et là, j'arrive à la fin. Oui, parce qu'il me reste 30 secondes. Ah, pardon. Et la différence, c'est cette minorité. C'est ce 1,27% des Français. Ce 1 139 000 Français qui font la différence et qui font la décision politique. C'est une minorité. Ces minorités-là doivent avoir à l'esprit qu'elles ont finalement, elles, le pouvoir ultime. Très bien. Le pouvoir des minorités. Voilà, pour faire simple, avec Hakim Rahal, pour cet avis tranché. Très intéressant. À tout de suite. On va aller du côté de Nancy pour parler de Marois avec Sophia, la youtubeuse. On va aller du côté du j'aime ou j'aime pas. Quelques infos en bref. Et le coup de cœur de Hakim Rahal aussi à suivre. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Hakim Rahal, il est là avec nous sur France Maghreb 2 dans votre émission, votre talk de fin d'après-midi. C'est le grand forum, bien sûr. Présent, Christophe, présent les auditeurs. Et toujours un plaisir à partager avec vous ces moments. Si vous le voulez bien, mon cher Hakim, prendre la direction de Nancy, puisque un mouvement Jamais sans Marois organise une soirée de solidarité avec Marois. C'est organisé donc par Sophia, youtubeuse. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir Sophia, bienvenue. Merci. Alors, peut-être il serait utile de rappeler à nos auditeurs cette affaire, cette histoire dramatique de Marois qui a pris une issue assez favorable hier avec cette décision du Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de Marois ? En fait, l'histoire, c'est Marois, c'était une petite fille qui est née en très bonne santé, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Safa, et en fait, suite à un virus, elle a été transférée à l'hôpital au mois de septembre, et ils l'ont plongée dans un coma. Elle est ressortie du coma. Elle continue à évoluer, mais les médecins n'avaient aucun espoir. Ils souhaitaient la débrancher, et la famille, forcément, comme à peu près tout le monde, ne voulait pas, et du coup, voilà. Du coup, il y a eu mobilisation, il y a eu résistance de la part des parents. Et Marois est toujours en vie. Marois est toujours en vie. Marois est toujours en vie. Et son état s'est amélioré ? Il s'améliore tout doucement. Au début, ils disaient qu'elle ouvrirait pas les yeux, puis doucement elle ouvre les yeux. Il y a plein de petites évolutions que les parents remarquent, et d'ailleurs, quand on voit les vidéos, tout le monde remarque l'évolution de Marois. Donc ça fait démentir le corps médical. Exactement. Alors pourquoi avez-vous pris l'initiative de créer ce mouvement, de vous intéresser à cette affaire, d'en faire, une affaire personnelle ? Oui, exactement. J'en fais une affaire personnelle parce que je suis moi-même maman de jumeaux, et je sais ce que c'est, du coup, d'avoir des enfants, et de moi, quand j'étais enceinte, on m'a dit qu'ils ne survivraient pas parce qu'ils étaient prématurés, et ils ont eu tort. À l'heure actuelle, ils sont encore là, et je sais que les médecins savent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas. Je pense qu'ils peuvent pas affirmer que la petite ira très mal. Ils peuvent pas affirmer qu'il n'y a plus aucun espoir. Donc, je pense que les parents ont eu raison de se battre, et c'est pour ça que moi, ça m'a touchée. Je me suis dit que ça peut arriver à tout le monde, et je pense que dans cette situation-là, on aimerait bien avoir tous du soutien. Alors, parlons de ce qui va se passer demain soir, parce que c'est demain soir qu'aura lieu l'événement organisé par le mouvement Jamais sans Marois. Qu'est-ce qui va s'y passer? Où ça va se passer? Et ça concerne principalement aux auditeurs qui nous écoutent à Metz. Oui, donc ça se passera à la MJC du Haut-du-Lièvre, à Nancy.
Et donc il va y avoir une vente de gâteaux, d'habits pour bébés, il va y avoir des stands de tatouages au nez, également des prothésistes ongulaires qui vont faire du nail art. Il va y avoir plein de petites activités comme ça où tous les dons seront renversés à Marois et sa famille. Ça commence à quelle heure ? Donc ça sera de 16h à 22h. 16h à 22h, donc demain tous les auditeurs évidemment sont invités, l'entrée est payante. Voilà, l'entrée elle est à 2 €. 2 €, donc c'est vraiment symbolique. Voilà, il y aura également une tombola où il y a de nombreux cadeaux à gagner. Oui, des cadeaux aussi, mais des lots surtout à gagner. En tout cas, merci beaucoup Sophia. Bravo à vous. Sophia, merci à vous. Bravo, vous êtes youtubeuse, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quoi votre nom sur YouTube ? Sophia. Sophia. S-O espace T-H-Y-A. Et qu'est-ce qu'on peut y voir ? Des vidéos de mode beauté. D'accord, bon bah ça et intéresse. également une petite vidéo pour Marois. Eh ben forcément. Donc ça intéressera mesdames et mesdemoiselles. Merci beaucoup Sophia et merci bonne Sophia, chance bonne pour continuation. demain. Prenez soin de vos jumelles. Merci, c'est des jumeaux. Mais vos jumeaux, pardon. Voilà, vos jumeaux. Merci beaucoup Sophia, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Voilà, bah écoutez, c'est bien. Moi, il y a des gens qui se mobilisent, qui se sensibilisent par rapport à des choses, c'est très très bien. Bah l'amour des parents a sauvé Marois. Exactement. C'est ça en fait. Et on rappelle donc le Conseil d'État qui a donc donné tort au corps médical puisque il ordonne la poursuite du traitement pour Marois et donc donner raison à ses parents et j'allais dire donner raison à leur insistance, à leur résistance parce qu'on peut parler ainsi de résistance. Et on espère que Inch'Allah qu'elle s'en sorte bien sûr. Le j'aime ou j'aime pas. J'aime pas ou je m'en fous monsieur Akimra. Tiens. Allons-y. François de Rugy, tu connais ? Oui. Selon lui. Ouais. Le parti de l'écologie, c'est un parti qui est fini, qui est complètement éclaté. C'est complètement faux. Le parti d'écologie, c'est là où la droite ou la gauche, ils pompent toutes les idées. Ça va ? D'accord. Lafarge, le groupe franco-suisse, prête à vendre le ciment pour construire le mur de Trump avec le Mexique. Ouais, bah on n'aime pas, hein. Après avoir avoué qu'ils avaient été financés qu'ils avaient financé pour assurer la sécurité de leur cimenterie en Syrie, Daesh et certains groupes terroristes. Ouais, bah c'est pour ça. On se propose, voilà. Ouais, on veut faire du fric, quoi, c'est ça. Bah c'est l'argent avant tout, en fait. Voilà. La CIA qui accuse WikiLeaks d'aider les ennemis des États-Unis. La CIA qui accuse WikiLeaks, d'accord. J'aime beaucoup WikiLeaks. Vive WikiLeaks. Ouais. Bon, la CIA qui accuse donc, on n'aime pas. Bah c'est qui sont les ennemis des États-Unis, les Martiens? Sondage, Emmanuel Macron aurait gagné plus de 6 points en 2 semaines. Et d'ailleurs dans certains sondages, passerait en tête. Tu veux que j'aime ou c'est ça? Ah bah t'aimes ou t'aimes pas? Le sondage? Le fait que Macron remonte de 6 points comme ça en 2 semaines. Ouais. Il y a autant d'effervescence autour de lui. Ouais. Je suis pas votant, j'appelle pas à voter pour Macron. Donc je sais pas si je dois aimer, mais je sais pas. En tout cas, lui, il appelle à voter pour Macron. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Après avoir déclaré sa flamme à Emmanuel Macron, il a été écarté de la radio Europe 1 sur laquelle il officie chaque matin. Il officiait. Ah bah tiens. Alors, on n'aime pas. Ça a pas plu à... Bah ça a pas pris à Arnaud. Voilà. Donc du coup, hop. Voilà. Tu t'en vas gentiment, Daniel. François Fillon, son directeur de campagne, écoutez bien. Lequel? Celui qui reste? Non, l'ancien. D'accord. Oublie que le micro est ouvert, ça se passe au meeting du Trocadéro. Et il déclare, il faut dire 200 000. Sauf que tout le monde l'a entendu. Ah d'accord. Ah bah on aime ça, ces infos comme ça là, les micros. Ça s'est passé dimanche. C'est le destin en fait, ça c'est le destin, ça c'est le coup du destin. On rappelle, 200 000 sur une place qui en contient à peine 40 000, hein. C'est pas mal. Bah il en a vu 200, ils ont peut-être bu un peu trop avant. Comme il a vu d'ailleurs que des médias avaient annoncé le suicide de sa femme, comme il a vu... Non, c'est pas... c'est ce qu'il a dit dimanche. Hein. Ah oui. Ouais, il a dit, vous vous rendez compte, certains médias ont même annoncé que ma femme s'était suicidée, alors que c'est faux, hein. Il y a eu enquête évidemment, aucun média ne s'est permis de relayer une telle information. Tiens, le rectorat de Lille interdit aux enseignants de participer à toute manifestation politique. Donc un enseignant, il doit pas montrer ses idées politiques. Il doit pas laïcité, pas montrer, mais surtout pas participer à une quelconque, je sais pas, soirée, un meeting ou quoi au caisse. C'est dans le contrat de travail, c'est ça donc. Parce que c'est le rectorat qui demande ça. Oui. Le rectorat de Lille. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. D'accord. Ouais, les parlementaires français sont les moins payés d'Europe, assure Hervé Mariton. Bah il faudrait augmenter les salaires et pour ça il a la technique, François Fillon.
Incroyable quand même. Ouais, hein. vas-y, ouais. Et puis tiens, pour terminer, évidemment qu'on n'aime pas, mais c'est une info, c'est le Maroc, c'est un député qui s'appelle Abdelatif Merdas qui a été assassiné près de son domicile à Casablanca. Il s'agirait visiblement d'un règlement de compte personnel, hein. Donc un parlementaire marocain. Bah, on n'aime pas les assassinats, quoi qu'il arrive, on n'aime pas, on est pour la justice. Évidemment. On peut pas ôter la vie aux gens comme ça, bien sûr qu'on n'aime pas. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? J'en avais un petit dernier mais il m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Sur le PSG? Non, laisse le PSG tranquille. Ça va, on va le laisser se reposer le PSG. Ouais, laisse-le se reposer, ouais. Voilà, c'est ça. Allez, c'était tout pour le j'aime ou j'aime pas. Okay. Alors on va faire un petit tour avant de retrouver ton coup de cœur, mon cher Mirakim. Oui, un avec bon des coup de cœur. Informations en bref. Oui. En Hongrie, des coups, des gaz lacrymogènes, des chaussures confisquées en hiver, des chiens, c'est le sort réservé aux migrants qui tentent d'entrer dans ce pays. La Hongrie, c'est ce que décrit Médecins sans frontières. MSF dénonce un recours systématique à ce type de mauvais traitement par la police hongroise. Sur la foi de témoignages recueillis en Serbie, depuis 48 heures déjà, la Hongrie emprisonne tous les demandeurs d'asile présents sur son territoire. Ah oui. Ah oui. C'est dur, on rigole pas, hein. C'est dur quand même, hein. C'est très Parce dur. qu'en fait, le policier, celui qui est dépositaire, en fait, le gardien de la paix ou le force de l'ordre, à ce moment-là précis, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a plus de droits. En fait, il le déshumanise. Ouais. Parce que en fait, son humanité, elle est réduite à un bout de papier. Tu vois, l'autorisation d'être là et à ce moment-là, donc, c'est traité comme je crois même un animal, il le traiterait autrement, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais tu te rendais compte, tous les demandeurs d'asile en prison. Même pas le fait de confisquer le peu de choses qu'ils ont pour survivre au froid, pour marcher. Donc on leur enlève les chaussures. Voilà, on veut qu'ils ne soient pas là. Et comme on veut qu'ils ne soient pas là, lorsqu'ils sont là, alors on est en face, on est devant le fait accompli. Ouais. Eh ben il faut les considérer comme c'est pas des humains. Parce que s'ils ils les considèrent comme humains, ils vont se voir en eux. Mais ils se voient même pas en eux, tu vois. Pardon de dire, mais ces responsables sont des salauds. Ah bah, simplement. Sinon, à propos des migrants, justement, cette question des migrants qui pousse aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères à réagir à l'annonce du géant franco-suisse des matériaux de construction, Lafarge. Donc le groupe était déjà dit prêt à fabriquer donc du ciment, comme je vous l'ai révélé tout à l'heure, pour construire le mur anti-migrants de Donald Trump. Lafarge, qui avait par ailleurs continué de travailler en Syrie dans les zones contrôlées par les terroristes. Alors, pour Jean-Marc Ayrault, ça commence à faire beaucoup. C'est ce qu'il a rappelé. L'entreprise a déjà fait parler d'elle il y a peu de temps, puisqu'elle a été accusée d'avoir financé Daesh pour pouvoir continuer les activités en Syrie. Donc, il y a, paraît-il, une enquête en cours. D'abord, je condamne les méthodes de M. Trump. J'ai rencontré mon homologue mexicain des affaires étrangères. Je peux vous dire que le malaise que ça crée au Mexique, le trouble profond dans la relation entre le Mexique et les États-Unis. Donc moi je suis contre la méthode. Et quant à Lafarge, moi je l'appelle à ses responsabilités. Vous avez la responsabilité. J'ai pas de pouvoir. On est dans un État où les entreprises ont leurs propres responsabilités. L'État les siennes. Il n'y a pas de loi qui m'interdise de dire que vous ne pouvez pas prendre tel marché. Mais il faut que cette entreprise réfléchisse bien. Non seulement une entreprise, elle a beau dire je ne fais pas de politique, mais elle a une responsabilité économique et sociale et environnementale. Vous en appelez à sa responsabilité. Et d'autre part, elle devrait bien réfléchir à ses propres intérêts, parce que il y a d'autres clients dans le monde qui vont regarder ça avec certaines stupéfactions. Jean-Marc Ayrault, chez le confrère donc de France Info, le ministre des Affaires étrangères, à propos de l'affaire Lafarge. Hakim, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, après, les gars, ils sont c'est des autres sphères, ils font du gros business à l'échelle mondiale. Donc ils peuvent très bien construire un mur, répondre à un appel d'offres, construire un mur aux États-Unis, aller en Syrie. J'ai pas compris, il a dit, ils financent Daesh. Ils financent pas Daesh. C'est quoi, comment? En fait, c'est pas qu'ils financent Daesh. Voilà, c'est que, ils ont effectivement donné de l'argent. Qui a donné de l'argent? Lafarge. Lafarge a donné de l'argent à qui? À Daesh. À Daesh? Attends, mais pourquoi? Pour assurer, leur sécurité sur leur cimenterie présente en Syrie. Voilà. Ça, ils l'ont reconnu, hein. C'est genre comme une rançon, quoi. Voilà, pour avoir une certaine tranquillité, ils ont payé une certaine rançon, effectivement. Voilà, d'accord. Pour être tranquille, donc ils ont financé quelque part. Financé, parce qu'ils ont épargné peut-être la vie de... C'était pour assurer leur sécurité et la sécurité de leurs employés. De leurs employés, voilà. Alors justement, ces chiffres, justement donnés par l'administration Trump et qui concernent les entrées récentes sur le territoire américain de migrants sans titre de séjour, les autorités américaines affirment que cette proportion d'entrées clandestines aurait baissé de 40% en l'espace d'un mois, et Washington se félicite donc de l'impact de la dissuasion de sa politique en matière d'immigration. Donc pour l'instant, il est content.
Si les Mexicains prennent conscience de l'importance de construire et de rester là où ils sont et de construire et de bâtir leur pays, on va dire que à quelque chose malheur est bon, on va dire ça comme ça. Et puis malheureusement en bref, c'est toujours en bref et ça vous l'entendrez pas en tout cas sur les grandes infos, de grandes chaînes d'infos. Un attentat encore, j'allais dire au nord de Bagdad la nuit dernière, au moins 26 tués avant un mariage. 2 kamikazes ont fait exploser la charge qu'ils portaient sur eux à proximité de la ville de Tikrit. Ça se passe donc en Irak. Et puis un petit mot de politique française pour terminer. Bernard Cazeneuve qui a rendu visite à Hamon, le Premier ministre et le candidat socialiste à la présidentielle, au QG de campagne de Benoît Hamon. Entretien de travail, surtout geste de soutien après des défections en Syrie au profit d'Emmanuel Macron. Voilà. Et justement, on Macron, a les propos, la teneur des propos de Cazeneuve, non, on peut pas. Cazeneuve, il a dit, vous savez bien que les Français savent que je n'ai pas d'ambition politique, donc voilà, il est venu apporter son soutien à Benoît Hamon. Sans ambition politique, d'accord. Et puis tiens, puisqu'on parle de Macron, forte hausse dans les intentions de vote. D'après une enquête Harris Interactive pour France Télévisions qui a été publiée aujourd'hui, le candidat d'En Marche dans cette enquête devance même pour la première fois Marine Le Pen au premier tour avec 26% des intentions de vote contre 25% pour la présidente du Front National qui reste stable. Devant Benoît Hamon à 13%. Troisième, c'est François Fillon avec 20%. Mais un autre sondage, Ipsos, aujourd'hui, donne toujours Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour avec 27%. Voilà, donc c'est très... Donc c'est toujours... le peloton là, c'est toujours... c'est toujours le peloton, c'est-à-dire Marine Le Pen, Macron, Marine Le Pen et Fillon en troisième. Fillon troisième avec Hamon Hamon qui évidemment peine à décoller. Qui peine. Et Mélenchon? Et Mélenchon toujours bloqué à 10, 10, 11, ouais. D'après les sondages, c'est ça. D'après les sondages, toujours. Moi, je me dis qu'il va y avoir une surprise, hein, c'est pas... Laquelle, on verra. Ouais, laquelle on verra, mais je pense que le peuple, il va se ranger, il va envoyer un message fort à tous ces politiciens, leaders des sondages, je pense. Ça se situe même pas entre Le Pen et, je pense que c'est ailleurs. Alors, une petite information, j'allais l'oublier, elle est importante quand même celle-ci, elle nous emmène en Algérie. Anouar Ramani, vous connaissez? C'est un jeune auteur qui a été convoqué par les forces de l'ordre à propos d'un roman publié sur Internet. Les policiers lui reprochent, il est étudiant en droit, d'avoir utilisé un vocabulaire sexuel contraire aux bonnes mœurs. Il est poursuivi pour insulte envers l'islam. Fin février, Anouar Ramani a reçu une convocation de la police de Tipaza, c'est à côté d'Alger. Il est interrogé par 7 agents de police sur un roman, La ville des ombres blanches, publié sur Internet au mois d'août dernier. Le jeune homme explique que 2 passages sont alors mis en cause. L'un où un enfant a une conversation avec un homme sans domicile fixe appelé Dieu. L'autre passage concerne l'histoire d'une relation homosexuelle entre un combattant algérien et un colon français pendant la guerre d'indépendance. Les policiers ont reproché à l'étudiant en droit d'avoir utilisé un vocabulaire sexuel contraire donc aux bonnes mœurs, je le disais. Il a été interrogé sur sa foi et ses pratiques religieuses. Il y a 6 mois, l'auteur avait déjà été accusé de blasphème par le journal El Shorouk. Le procureur a ouvert une enquête donc pour offense au prophète et dénigrement des préceptes de l'islam. Human Rights Watch a demandé hier l'arrêt des poursuites. S'il est inculpé, Anouar Ramani risque 3 à 5 ans de prison et l'équivalent de plus de $900 d'amende. Voilà pour cette affaire, si t'as un petit commentaire, voilà. Anouar Ramani, il joue avec le feu s'il sait que la loi, elle est faite de manière à sanctionner sa production. Donc il sait de quoi il en ressort. Maintenant, le fait qu'il publie des choses qui sont pour lesquelles il peut être dit que c'est blasphématoire, que ça va à l'encontre d'une certaine éthique. Il sait qu'est-ce qu'il attend en fait. Hein. Après, voilà. Très bien. Tout ce qui va dans la vulgarité, dans l'insulte, j'aime pas trop moi. Ça sert à rien en fait. Si tu veux faire avancer le débat, on peut le faire paisiblement. Ça mérite 5 ans de prison. Comment? Ça mérite 5 ans de prison. Ah, ça, c'est faut voir avec, je sais pas. Non, mais je pose la question. Moi, je suis pas juge, je n'ai pas ma pas m'ingérer dans les affaires judiciaires d'un. Non, c'est pas une question d'ingestion, c'est d'ingérence, c'est de 5 ans de prison, c'est énorme, hein, tu vois, pour une expression. De 3 à 5 ans de prison. C'est énorme pour une expression, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, hein. Alors, on passe, c'est parti, au coup de cœur de Hakim Rahal pour ce jeudi. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors ton coup de cœur, mon cher ami Hakim. Gérard Filoche, l'homme qui a fait trembler le Parti Socialiste jusqu'à
ce qu'il soit mis de côté par lors des primaires. Ils n'ont pas laissé faire les primaires parce que très énervé. Parce qu'il non, c'est pas énervé parce qu'il dit la vérité. Il est du côté du peuple et il lui fait de la politique de gauche, de la vraie. Et on va l'entendre parler au sujet de Fillon, par exemple. La colère de Gérard Filoche à propos de l'affaire Fillon. Gérard Filoche, je suis sûr que vous allez voler au secours de François Fillon. J'éprouve une colère froide. Je veux dire qu'ils se rendent compte de rien. La moitié des Français gagnent moins de 1700 euros. On a 8 800 000 Français en dessous de 900 euros. Comment ils peuvent apprécier 1 million d'euros que cet homme a pris? Il sait même pas ce que ça veut dire, probablement, pour sa femme, ses enfants, etc., sur le budget de la République. Pour un travail, tout le monde voit, il n'y a même pas besoin de commenter, je suis pas juge, mais tout le monde... un petit peu quand même, quoi. Non, on voit les faits. Et on a écouté sa femme parler, on regarde, ça ne l'effleure pas que c'est un problème. Il perd la rigueur pour les autres. Il dit que la France est en faillite. Et lui, il se sert. Et donc, en vérité, comment voulez-vous que ça se termine? Par un clash. Il est en déphasage complet avec notre société. Moi, quand j'étais inspecteur du travail, on m'avait demandé une fois l'autorisation de licencier une déléguée du personnel, là, dans un Monoprix, côté Saint-Paul, parce qu'elle avait mangé 2 croissants. Et qu'ils n'étaient pas bien démarqués. On a dit, c'est pas les croissants démarqués, c'est les bons croissants que tu as mangés ce matin, donc c'est du vol et on te demande... Tout le monde a vu le film avec Vincent Lindon, la loi du marché. Pour les petites gens, ils seraient déjà virés pour même pas un soupçon. Dans n'importe quelle entreprise, on vous vire pour 1/1000 de ce que fait Fillon. Et l'autre, il est là, il veut être président de la République, il veut s'installer devant 66 millions de Français, avec son château dans la Sarthe, avec l'argent pour ses enfants qui sont pas avocats, avec sa femme qui l'assiste ou qui ne l'assiste pas, et lui insulte les assistés. Il veut que les gens se serrent la ceinture. Il veut qu'on répare pas les petits risques de la sécurité sociale. Il veut qu'on bloque les salaires. Il veut pas qu'on augmente le SMIC. Et ils sont dans un monde qui est même pas celui de la vie réelle de notre pays. Gérard Filoche, on vous a bien compris. Vous avez bien compris ma colère froide. Eric Scholl, je vais vous donner la parole. Voilà, Gérard Filoche est vraiment une grosse colère. C'est légitime. Hein. Mais est-ce que c'est structuré? Il donne des chiffres. C'est un inspecteur du travail, Gérard Filoche. Il parle de la moitié des Français touchent moins de 1700 euros par mois. Eh oui. Dont 8 800 000 qui sont à moins de 900 euros par mois. Et quand ils voient que la personne qui va s'occuper de leur vie politique pendant 5 ans a fait ce qu'elle a fait avec sa propre femme, avec ses propres enfants, c'est-à-dire offrir de l'argent par un emploi, bon, on va voir si c'est présumé fictif. Quand bien même il serait pas fictif, c'est par rapport à sa position qu'il a donné on va dire c'est une sorte de il a pistonné sa femme et ses enfants, en fait, ça revient à ça. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Ouais. Alors que c'est de l'argent public, tu vois. Et il le dit bien que ça aurait été dans une entreprise privée, pour 2 croissants, t'es dehors. Ouais. Donc il dit bien qu'ils sont complètement déphasés et complètement séparés avec la base du peuple français. Il dit voilà, donc on a une personne qui a un château, qui mène une vie de château, qui accède à des privilèges, qui en fait bénéficier sa femme et ses enfants, alors que le peuple, 34 millions des Français touchent moins de 1700 euros. Et quand on dit 34 millions des Français, c'est aussi les CRS, c'est la police, c'est toutes les forces de l'ordre, c'est toutes les mains armées qui protègent finalement les privilégiés. Hein. Merci Hakim pour ce bon petit rappel au travers donc de la colère froide de Gérard Filoche qui a été, on le rappelle, empêché de participer aux primaires, voilà, par différents il a été empêché par d'autres sortes d'oligarques socialistes, voilà, qui aujourd'hui lâchent Hamon. C'est incroyable. Hallucinant. Dans un instant, Libertad. Si, señor. Dans un instant. Alors, plusieurs moyens d'y participer. Vous nous appellerez évidemment au 01 40 33 9000. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 ou par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Libertad dans un instant sur France Maghreb 2. Uno. Vamos. Combien ils ont fait hier? ¿Quién? ¿Barcelona? Ouais. Barcelona ha ganado por 6-1 de las Parisianos. Merci. Les pauvres. Gracias, sí señor.
Le grand forum LGF dans cette dernière partie avec monsieur Hakim Rahal. Présent. Libertad, señor. Vamos. 01 40 33 9000. Voilà, vous êtes n'importe quel endroit. Vous souhaitez parler à la radio, mais dire un truc quand même tant soit peu intéressant. Votre prénom et votre ville d'appel, c'est tout ce qui m'intéresse. 01 40 33 9000. N'hésitez pas, vous pouvez appeler maintenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Kamal de Paris, voilà. essayez d'être très rapide. Il lâche rien, les gars, cette émission, c'est comme un tweet. Il ne faut pas dépasser les 30 caractères. Exactement, bravo, Kamel. Je suis très impressionné par le gars qui est passé vendredi dernier, un jeune ici d'immigration, qui a 21 ans. Ismaël Boudjekada. Oui, Boudjelda. Non, Boudjekada, pas Boudjelda. Voilà, sa maturité, et je souhaite que tous les gens des banlieues, qu'on les stigmatise, prennent le même chemin que cette personne. Et je dénonce, ce matin, il y avait un bombardement russe sur Idlib. Plusieurs morts, plusieurs enfants, femmes ont été sortis des décombres. Je souhaite que la communauté internationale réagisse pour empêcher ces crimes. Ce matin, à Idlib, il y a eu à peu près... Vous auriez pu rajouter dans votre escarmouche, mon cher ami Kamel, mais je sais que vous êtes très sélectif en matière de dénonciation. Le bombardement aussi de 26 personnes en Syrie qui a tué... par la coalition, qui a tué 26 personnes. Bon, bah là, apparemment, ça vous émeut pas. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour participer à Libertad sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Morad d'Aubervilliers. Salut Morad. Oui, j'aimerais vous dire juste que votre radio, elle est superbe, vraiment familière, communautaire, très 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 bien. J'aimerais juste dire qu'il n'y a qu'un seul truc qui cloche. Ouais, c'est bon, on a compris, Morad, c'est bon. Franchement, vous me saoulez avec ça. 01 40 33 9000. Non, mais ça va. Au bout d'un moment, on l'a dit une fois, deux fois, trois fois. Ça va. Arrêtez de vous plaindre. Si vous n'êtes pas content, envoyez des chèques à la radio, on est preneur. Hein. France Maghreb 2, Tarek Mami. Vous envoyez des chèques, pas de problème, on est preneur. Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Vous voulez financer, vous en avez marre de la bruyance, ok, pas de problème. Mais t'envoies un chèque, participe, mon vieux. Sinon, ça va. Sinon, change de radio. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô? C'est pas le bureau des plaintes ici, hein. 01 40 33 9000. Non, c'est vraiment pour des gens qui ont des trucs intéressants à dire et qui ont l'occasion de le faire à la radio. Allô, bonsoir. Allô? Allô, une fois, deux fois. Allô? Oui, bonsoir monsieur, faut se réveiller au bout d'un moment. Bonsoir, votre prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes agressif comme ça? Non, je suis pas agressif d'abord. Prénom et ville d'appel. Pourquoi t'es agressif? Bon allez, hop, ça va être vite fait ce soir, Hakim, hein. Bah dis donc. 01 40 33 9000 évidemment, pour nous appeler. Pour ceux qui ont des vrais trucs à dire. Parce qu'il y en a qui veulent s'amuser, il y a d'autres radios pour ça. Voilà. Je crois que cet espace Libertad commence à me fatiguer, donc je sais pas si ça va durer. Faut assumer, Christophe, courage, faut tenir bon. Non, mais si vraiment pas des gens intéressants, ça sert à rien de poursuivre. Moi, je les pensais. Si, non, mais je sais que c'est difficile d'atteindre le standard de la radio. Oui, mais je sais. Parce qu'à chaque fois que tu prends quelqu'un, ça coupe les autres. Allô? Allô? Bonsoir madame, votre prénom? Bonsoir, moi j'écoute votre radio depuis quelques temps et j'apprécie. Soyez la bienvenue, votre prénom et votre ville d'appel madame, s'il vous plaît. Alors Nadia de Paris. Nadia de Paris, soyez la bienvenue, on vous écoute Nadia. Qu'est-ce que vous avez à dire? On m'écoute, d'accord, mais parce que je suis pas en direct et là j'ai la radio allumée et je m'entends pas, donc d'accord. Si, vous êtes en direct Nadia. Après, en fait. Nadia, vous êtes en direct Nadia. Ah bon? Bah bien sûr. Ah si, vous avez raison. Bah oui, alors, attendez, on s'abuse pas quand même. Je vous entends, je me dis sans arrêt, mais est-ce que c'est moi qui... Enfin, je sais pas quoi. Enfin, je me dis, mais pourquoi vous ne votez pas François Asselineau? Il vient d'avoir ses parrainages. Ses parrainages. Oui. Mais est-ce que vous voulez continuer dans la merde encore avec l'UMPS? J'en reviens pas. Ah bah, à qui vous vous adressez là? Pas à moi, j'espère. Je m'adresse à... Enfin, je dis pas que j'ai raison à 100%, je n'en sais rien. Mais allez le voir au moins sur Internet. Enfin, je sais pas, vous voulez améliorer votre vie, la vie de tous les citoyens français, qui que ce soit. C'est-à-dire c'est le meilleur candidat qui se situerait, je dirais, entre Mélenchon et Marine Le Pen. Mais c'est le meilleur. Depuis des années, il est sur Internet. On a tout fait pour le bloquer à la télé. Et maintenant, il vient d'avoir ses parrainages. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Nadia, de l'interviewer dans sa candidature? Mais bon sang de bonsoir, mais votez pour lui, nom d'un chien. Nadia, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la candidature de François Asselineau? Bah parce qu'il va améliorer. Parce qu'après, on peut rester 2 heures. Non, pas 2 heures, non. Un mot, madame. Calmez-vous. Écoutez bien, de chaque Français, sans faire de différence.
D'accord. Alors que les autres, continuent, ça n'a aucun sens. Donc il est inclusif. Un simple exemple. Non, Nadia, on n'a plus le temps. Nadia. Merci Nadia. Merci beaucoup Nadia, on n'a plus le temps parce qu'il faut laisser la place aux autres quand même, Nadia. Nadia. Merci beaucoup Nadia en tout cas de va votre voter appel. Asselineau, c'est Oui, sûr. bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. C'est Gemina. Bonsoir. Oui. Bonsoir Gemina. Voilà. Encore une fois, l'État sioniste, il a interdit les cinq prières journalières, l'Aden, ce qu'on appelle l'Aden, fi buyut udina an yurfa'a fiha isma Allah al-ahad al-wahid. Ah, ça c'est grave. Ouais, très grave. Merci beaucoup Jamila pour l'info. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, Madani de Paris. Salut Madani, bonsoir à toi, on t'écoute. Oui, c'est juste pour intervenir en fait sur ce que tu as dit en série. J'avoue, tu as raison là-dessus. Et les gens font souvent en fait les victimes qui sont partisans des régimes, on les contrainte. Parle bien devant ton téléphone s'il te plaît Madani. Bon, qu'on t'entende bien en fait. Oui, voilà. Donc, je dis en fait que les victimes qui sont tuées par l'aviation américaine ou même française parfois, parce qu'on n'a pas entendu parler de 150 civils qui ont été tués après les attentats de Nice, malheureusement. Je les ai vus nulle part. Et pourtant, c'est que des civils. Il faut condamner en fait toute la violence et d'où qu'elle vienne. Consoler les gens entre eux. Et, exact. Espérons, Inch'Allah, que ça va s'arranger là-bas. Merci à toi, Madani, en tout cas. Bravo, Madani, merci bravo pour à toi. intervention. Merci beaucoup. Voilà, là, il y a du level, hein. Ouais, là, c'est bon, là. À tout le monde, bah oui. 01 40 33 9000. On décroche son téléphone uniquement si on a un truc à dire. Mais un truc intéressant. Allô, bonsoir. Merci. Voilà, ça, c'est très intéressant aussi. Il y a un petit chat voilà, un qui petit appelle. Chat. C'est mignon, les petits chats. D'accord. Enfin, moi, j'en ai peur, personnellement. 01 40 33 9000. Je rappelle quand même, vous pouvez aller faire un petit tour du côté de la rue Stephenson pour aller manger un bon petit croissant, 50% de réduc. Avec le mot de passe Christophe Le Grand Forum. Exactement, bienvenue à tout le monde. La brioche de Barbès, un dernier ou une dernière, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui disent je ne suis ni de droite ni de gauche. En général, c'est les gens de droite. Parce que les gens qui disent je suis ni pour la victime ni pour le bourreau, ça me convient pas ça. Ok, les mecs, Mohamed. en général, ce sont de droite et ils ont honte de dire qu'ils sont de droite, donc ils s'affichent, c'est des hypocrites. À la manière de Macron, quoi. Voilà. Merci Mohamed. Bravo Mohamed pour ta position. Ciao, à bientôt. Voilà. Bon. Moi c'est clair. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Christophe, tu me sembles un peu faiblir, hein. T'es un peu moins chaud qu'au début, là. C'est pas ça. C'est que je suis dans l'expectative. C'est-à-dire donner la parole, c'est bien. Oui. Mais quand ça devient un foutoir, c'est pas bien. Mais le temps que ça se mette en place, qu'ils habituent, même toi, tu vas les gérer plus rapidement. Mais après, voilà, j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. Si vous voulez que ce rendez-vous perdure, parce que moi je le trouve intéressant et je l'aime beaucoup. Très intéressant. Il faut le préserver. Maintenant, les auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Profitez de cette antenne. Même ceux qui ont appelé aujourd'hui, par exemple, et qui n'ont pas forcément dit des propos qui étaient constructifs, ils peuvent changer, tu vois. Ils peuvent appeler, mais dire d'autres choses. Voilà. Ils ont pas que des mauvaises choses à dire quand même, non? C'est la liberté, certes, mais voilà. Faut quand même avoir des choses précises, concises à dire, pas n'importe quoi. C'est pour le plaisir de s'entendre parler à la radio, tu vois. Non, faut quand même. Mais il y a eu des belles idées qui ont été dites, hein, quand même. Voilà, quand même. Ah oui. Notamment un appel à voter à Célineau. Voilà. Hein, notamment d'arrêter de dire que je suis ni de droite ni de gauche. Voilà. Voilà, et plein d'autres choses, bien sûr. Merci à tous. En tout cas, on remet le couvert demain avec Jean-Marc Zébélus et Tarek Mami demain. Hakim Ral, merci beaucoup. On se revoit demain soir. Merci les auditeurs. On va déjeuner ensemble, l'équipe du Grand Forum. Forum. On va dîner ensemble même. Ouais, on va dîner ensemble demain soir. Ça se trouve, on va même petit déjeuner, non? Ça va durer peut-être toute la nuit, cette histoire. Quand il y a Tarek Mami dans les parages, ça risque de durer, effectivement. Effectivement, ouais. Hein, avec Hakim, avec toute l'équipe. Toute l'équipe. C'est une belle histoire de famille, tout ça, en tout cas. Merci beaucoup, Hakim. Merci à toi, Christophe. Merci les auditeurs. Et à demain Restez pour à le Grand Forum dans un instant à barre pour l'éphéméride, la suite des programmes, juste après le rappel des titres de l'actualité de ce jeudi soir. Les titres qui nous sont proposés et présentés par Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les enquêteurs cherchent encore aujourd'hui d'autres restes des 4 corps de la famille Troadec. Une trentaine de policiers et un médecin légiste sont mobilisés depuis ce matin. Les fouilles ont repris à Pont-de-Buis dans le Finistère, dans la ferme du Bercaouissin, qui a reconnu le quadruple meurtre. Hier, des fragments de corps humains et des bijoux appartenant aux victimes ont été découverts. Ce matin, la mère de Pascal Troadec a bien confirmé qu'un héritage de lingots et de pièces d'or mal partagées était à l'origine du drame. Politique, François Fillon qui s'apprête à modifier son programme. Le candidat de la droite va le faire à la demande de ses alliés centristes de l'UDI. Des modifications qui seront annoncées lundi. Et par ailleurs, il a dévoilé aujourd'hui un nouvel organigramme qui fait la part belle aux sarkozystes. Retour en force de Christian Jacob, François Baroin, mais aussi Luc Châtel qui devient porte-parole.
C'est une première. Emmanuel Macron se place en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen et François Fillon, selon un sondage diffusé cette nuit. Près de 4 millions de canards d'élevage ont été abattus ces derniers mois pour cause de grippe aviaire. Des abattages de masse pour éviter la propagation du virus et permettre aux éleveurs de désinfecter les bâtiments. Le redémarrage des élevages est prévu au mois de mai. Les dirigeants européens à Bruxelles, aujourd'hui, ils doivent reconduire Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Sa réélection serait un signe de stabilité pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est ce qu'a estimé la chancelière allemande Angela Merkel. Sport et les footballeurs parisiens chahutés cette nuit à leur arrivée en France. Ils ont été pris à partie par une trentaine de supporters déçus. Le footballeur du PSG, Thiago Motta, a heurté un supporter avec sa voiture. Les circonstances de l'événement restent encore floues. Et puis ce soir, 8e de finale de l'Europa League, Lyon reçoit l'AS Roma à 21h05. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.